Bonjour tout le monde. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui d'aborder un sujet d'actualité, un sujet historique, mais un sujet aussi d'actualité contemporaine. Propagande et censure, héritage soviétique, héritage autoritaire et réalité contemporaine. Pour en parler, nous avons l'immense plaisir, le grand honneur de recevoir Dr Sonia Camp, historienne bien connue. Dr Camp, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci de m'avoir invité. Merci infiniment. Docteur Camp, vous travaillez depuis de nombreuses années sur la censure et les usages politiques de l'histoire. Pourquoi le cas soviétique reste-t-il central pour comprendre la propagande du passé et la propagande d'aujourd'hui aussi? Alors, si vous voulez, je vous ai proposé de parler sur deux sujets, hein, propagande et censure. Hein. Oui. Voilà, c'est un peu l'une allant avec l'autre. Alors, on va peut-être commencer par la propagande elle-même, si vous voulez, hein, ce que c'est que la propagande. Alors, et je vais surtout parler du cas de l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne communiste, parce que c'est quand même le cas que je connais le mieux. Alors évidemment, la matrice, elle est la même pour les autres pays, hein, mais j'ai surtout travaillé sur le cas est-allemand. Alors, et qui plus est, je vous précise, dans une période qui est la période, moi quand je travaillais, je faisais du terrain au RDA, c'était les années 70-80, hein, donc c'est une période où c'était fini, on n'envoyait pas, enfin on pouvait envoyer en prison, mais, mais pas, pas au-delà les dissidents. Alors, je vais commencer par une anecdote, si vous voulez. Après la chute du mur, les Allemands de l'Est se seraient écriés: tout ce qu'ils nous disaient sur le socialisme était faux, mais en revanche, tout ce qu'ils nous disaient sur le capitalisme est vrai. On a pu le constater. Alors c'est très amusant parce qu'on voit la distance qu'ils avaient par rapport à la propagande. Hein. Ils ne croyaient pas ce qu'on leur disait sur eux-mêmes, sur le pays dont ils voyaient la réalité, mais ils croyaient volontiers ce qu'on leur disait sur enfin, ils s'imaginaient autre chose que ce qu'on leur disait. En revanche, ils avaient un espèce de doute sur ce qu'on leur disait concernant le capitalisme. Voilà. Alors, il faut faire la distinction entre propagande et censure, hein, bien sûr. Alors, la propagande, c'est quand même le récit officiel produit par tout gouvernement, hein, quel qu'il soit, dans le respect de ce qu'on appelle la raison d'État à un moment donné. Hein. Il y a un récit qui est propagé, disséminé, dans la presse écrite, audiovisuelle, dans les manuels scolaires, très, très important, les manuels scolaires, bien sûr, lors des discours des dirigeants pendant les commémorations, ça aussi c'est très important, les commémorations, hein, c'est là où on énonce un récit officiel, dans tous les pays, hein, de ce point de vue-là. Sans oublier, bien sûr, là où c'est plus difficile à contrôler, dans le domaine de la culture. Le principe, encore une fois, est le même pour tout État, hein, à cette exception près que dans les États non démocratiques, ce qui est ce dont je vais traiter, il n'y a pas d'espace pour un autre discours, pour contrer le discours officiel. Ou disons que cet espace est très limité. Selon les périodes, il peut y avoir un peu plus d'espace, mais souvent il n'y en a pas. Il n'y a pas l'expression d'un contre-discours est extrêmement difficile. Hein. Et c'est là où on en arrive finalement à la censure. Parce que comment elle s'exprime? Hein. Alors, je reprends, moi, la période sur laquelle je travaille, c'est après la mort de Staline dans ces pays-là, donc, et surtout après 56, discours de Khrouchtchev, disons jusqu'à 56, 58. Hein. Alors, jusque-là, bon, il y a même une parole en l'air, voire une critique nuancée, voire une plaisanterie. On se rappelle Milan Kundera, sa fameuse plaisanterie, hein, pouvait vous conduire en prison, ou en tout cas à la répression. Voilà. Valait mieux mesurer ses propos en public. Alors, en privé, c'était quand même différent. C'est là où il faut quand même nuancer. Hein. Je sais qu'il y a un historien américain, Orlando Figes, je crois, qui a écrit un livre qui s'appelle Le chuchoteur, où il raconte qu'on chuchotait dans les cuisines. Oui, on chuchotait dans les cuisines, c'est vrai, mais cela dépendait à la fois des lieux où on chuchotait et encore une fois des périodes. Alors, encore une fois, si vous voulez, une anecdote qui circulait à nouveau après la chute du mur, qui permet de prendre la distance entre propagande et censure, d'un côté comme de l'autre. Alors, on disait, après la chute du mur, du temps du socialisme,
on ne pouvait pas critiquer le chef d'État, hein, Ulbricht, Honecker, etc. En revanche, vous pouviez critiquer votre patron sans problème. Bon. Désormais, sous le capitalisme, vous pouvez critiquer à loisir Helmut Kohl, Merkel, tous les dirigeants, mais si vous critiquez votre patron, là, vous prenez la porte, et là, vous pouvez être licencié. Alors, là où la censure s'exerçait le plus, c'était naturellement sur l'écrit, hein, les publications, ouvrages, articles, pièces de théâtre et films. Ça, c'est la censure s'exerçait réellement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on recourait à ce moment-là souvent au samizdat, c'est-à-dire des textes édités par soi-même qui circulaient sous le manteau et qui échappaient donc comme ça à la critique. Le problème, c'est que les maisons d'édition devaient présenter les publications avant à l'instance du parti qui vérifiait si l'ouvrage était correct ou pas. Voilà. Et ces maisons d'édition devaient ensuite modifier les textes. Il s'en suivait des négociations entre écrivains et éditeurs. Et il fallait attendre finalement qu'on ait ce qu'on appelait l'imprimatur, l'autorisation d'imprimer ou le refus. Voilà. Alors, c'est très amusant ça encore parce que sous l'angle un petit peu ironique, je veux contrecarrer le discours dramatisant sur ce qui se passait dans ce monde-là, sans nier qu'il y avait une répression politique réelle, hein, et sans nier que ce n'a pas été facile d'exprimer sa parole. Mais alors, je vous donne l'exemple assez amusant, c'est Bohumil Hrabal, qui était un écrivain tchèque. Il racontait qu'il était convoqué régulièrement par la STB, c'était la Stasi locale, le KGB local, bon, en Tchécoslovaquie. Et alors, il y allait, il n'osait pas refuser. On lui demandait de raconter ce qui se passait dans la scène des dissidents. Il racontait ce que déjà la STB savait, savoir ce que tout le monde savait d'ailleurs. Et à chaque fois qu'il avait rendez-vous avec son officier traitant, comme on disait, il prenait une pinte de bière pour se donner du courage. Et un jour, sa femme lui dit « Mais écoute, arrête, n'y va plus, on va aller promener ». Il lui dit « Mais non, je ne peux pas, parce que tu comprends, mon officier traitant, c'est le seul avec qui je peux discuter de mon livre. » Effectivement, l'officier traitant, il avait le manuscrit sous les yeux et il discutait volontiers. Puis à la fin, il disait « Évidemment, on ne peut pas vous publier. Hein. » Enfin, c'est intéressant ce que vous dites. Enfin, alors ça prenait des années comme ça, parce que le livre, le manuscrit traînait dans les mains des différents apparatchiks bureaucrates. Et c'était, il y a un historien de l'économie que j'aime beaucoup, Jürgen Kuczynski, en Allemagne de l'Est, qui racontait que un livre qu'il avait écrit qui s'appelait « Dialogue avec mon petit-fils », où son petit-fils est censé lui poser des questions en disant « Mais grand-père, pourquoi tu ne nous as pas raconté ce qui se passait sous le stalinisme en Russie? On n'en dit rien chez nous, enfin, tous ces secrets, pourquoi tu ne les as pas dit ?» Alors, il parle avec son petit-fils, il lui explique les difficultés, tout ça. C'était un livre qui remettait en cause quand même ou qui révélait, si ce n'est remettre en cause, qui révélait des choses qui n'étaient pas dites publiquement. Donc, l'ouvrage traîne des années dans les différents bureaux des apparatchiks. Et un jour, il rencontre Jürgen Kuczynski, qui était un personnage très estimé, membre de l'Académie, etc. Il rencontre dans une soirée, le ministre de la Culture. Et il lui dit « Dis-moi, là, qu'est-ce que tu fais avec mon manuscrit ?» Et Hager lui répond « Oui, écoute, je l'ai, là, parmi d'autres choses. Quoi. Je l'aime pas, hein, ton livre, je te le dis carrément. Enfin, c'est pas moi qui vais décider, hein, mais je l'aime pas, ton livre. » Le temps passe, puis finalement, le livre paraît. Et pourquoi le livre paraît? C'est parce que le chef de l'État a demandé à sa fille, ou sa petite-fille, je ne sais plus laquelle, de lire le livre, laquelle a dit « Mais bien sûr, il faut le publier, vas-y ». Et donc, l'imprimatur a été donné passant au-dessus du ministre de la Culture. C'est une jolie histoire qui se termine bien. Toutes les histoires ne se terminaient pas aussi bien. La censure, comme il faut le dire, la censure, c'est un livre, c'est quelque chose qui démolit. Vous travaillez des années, on vous censure votre livre, vous tombez dans la dépression, vous doutez de vous-même, etc. Le cas de Kuczynski a été heureux, même s'il a attendu 4 ans. Alors évidemment, maintenant, il faut se poser la question du lien entre la propagande et la censure. Alors, d'une façon générale, on peut dire que
en l'absence de contestation ouverte, hein, l'esprit critique tend à diminuer, hein. Alors, une propagande grossière, c'est ce qu'on appelle par exemple le matraquage, hein, vous voyez le matraquage publicitaire. Il peut s'avérer contre-productif, tellement c'est énorme, hein. Mieux vaut une propagande plus subtile, hein, et on peut le voir notamment dans nos pays où, pour l'heure, la liberté d'expression n'est pas menacée. La propagande y est plus subtile, mais néanmoins réelle, et elle fonctionne malheureusement euh, bien mieux. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire sur le lien entre propagande et censure. Voilà, si vous avez des questions maintenant. Oui. D'après vous, docteur Camp, la propagande vise-t-elle à convaincre ou à contraindre? Je vais vous dire les deux, mon général, hein. Oui. Oui, Oui. oui, c'est ça. Il y a récemment, je ne veux pas tellement parler de l'actualité parce qu'on pourrait en dire plein d'autres choses, mais vous voyez, récemment, il y a un petit film qui a été fait, un petit documentaire qui a été fait par Novaya Gazeta, qui est le seul journal indépendant aujourd'hui qui subsiste en Russie. Alors, ils ont interviewé des gens qui sont revenus du front euh, ukrainien, enfin russo-ukrainien. Alors, qui sont venus cabosser, en plus, c'est toujours des gens qui ont perdu un œil, un bras, etc. Malheureusement, ça existe qu'en russe, donc on ne peut pas trop le diffuser. Mais enfin, bon, moi, je le comprends assez pour comprendre ce qu'ils ont dit. Alors, la plupart de ces gens reviennent en disant la guerre, c'est horrible, j'aime pas la guerre. Et ils disent après, beaucoup d'entre eux disent mais quand la patrie est attaquée, il faut la défendre. Et c'est amusant parce que là, on se rend compte que la propagande de Poutine, qui s'inscrit surtout dans les rues, partout, il faut défendre la patrie, etc., elle fonctionne. Or, en l'occurrence, et je ne remonte pas sur les raisons qui ont conduit à la guerre, hein, c'est autre chose, mais en l'occurrence, objectivement, c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine qui a agressé la Russie. Et ces gars qui ont l'air de bonne foi, qui pensent que leur patrie était en danger, ils sont soumis à cette énorme propagande. Vous voyez, elle fonctionne. Alors, c'est des cas particuliers. Je ne sais pas, moi je ne pense pas que dans toute la Russie, on soit d'accord avec l'idée qu'il faut défendre la patrie de la sorte. Mais bon, voilà, si vous me posez la question de l'influence de la propagande, alors après, il y a évidemment une part de contraintes. Je pense qu'il y a eu trop de contraintes. Là, c'est surtout, il y a eu des incentives, c'est-à-dire on leur a proposé de l'argent, des choses comme ça. Bon, voilà. Aussi, on évoque souvent dans ces mécanismes politiques, ces mécanismes de gouvernance politique, autoritaire, de censure, le lien entre censure et censure comme cœur du système. Censure officielle, Glavlit, archives fermées, autocensure comme réflexe de survie et contrôle de langage et des mots autorisés. Peut-on parler d'une culture de l'autocensure dans l'ex-soviétique, dans les régimes autoritaires et tout? Oui, oui, oui. Oui, on a intégré, oui, on a appelé ça l'autocensure, mais l'autocensure, bon, on la pratique nous-mêmes tous les jours, hein. Si vous avez des idées un tout petit peu originales, hors normes, etc., face à un discours hégémonique, par exemple dans la sphère universitaire, qui est la mienne, oui, ben, vous pratiquez un peu l'autocensure. Vous pouvez un peu modérer votre langage, utiliser le conditionnel, et puis aussi, carrément, quand vous n'êtes pas du tout courageux, ce qui peut arriver, vous vous autocensurez à tel point que vous ne savez même plus ce que vous pensez vous-même, vous voyez. L'autocensure, c'est très grave parce elle atteint votre intégrité. Vous finissez par ne plus savoir ce que vous pensez. Vous savez que vous devez penser comme ça pour être dans les clous, je vais dire, hein. Et finalement, qu'est-ce que vous pensez vous-même? Voilà. Et c'est là où on arrive à un discours lisse. Oui. Plusieurs autres intellectuels, Dr. Camp, évoquent aussi que la propagande moderne est souvent plus subtile que celle des régimes autoritaires classiques du régime soviétique. Par exemple, ce conflit israélo-palestinien, on a vu la censure, tentative d'acharnement contre des voix pro-palestiniens, contre la liberté scientifique dans la sphère universitaire. Par exemple, aussi,
ce conflit des idées entre les gens qui disent, écoutez, c'est l'OTAN qui a agressé la Russie, qui a provoqué la Russie, les autres qui disent, non, c'est Poutine qui a agressé l'Ukraine, même dans le sphère intellectuelle. Je m'excuse, c'est une spécificité française, l'étiquetage de l'autre, hein, l'étiquetage et la diabolisation de l'autre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma thèse, ma conception, vous serez étiqueté, etc., etc. Comment vous expliquez aussi, maintenant, est-ce que nous ne sommes pas devant aussi la politique, la dictature de censure, d'étiquetage, de refus de l'autre, refus de débat, etc. Oui, vous n'avez pas tort, il y a une peur, oui, dans tous les conflits, mais prenez aux États-Unis, par exemple, vous voyez, bon, vous avez un peu peur. J'espère que ça n'arrivera pas comme ça en France, à l'université, mais oui, il y a une peur, absolument, oui, de dire ce qu'on pense. Mais comme je disais, parfois, moi j'ai l'impression que même les penseurs, enfin, normalement, un intellectuel, il est payé pour penser, hein. Enfin, quand on est fonctionnaire de l'État, enfin, je veux dire, on est payé pour penser dans une relative liberté, il faut bien le dire, hein, même jusqu'à présent. Mais il y a un tel désir de se conformer au discours, encore une fois, consensuel, hégémonique, qu'on finit par perdre sa propre liberté de penser. C'est ça qui m'intrigue le plus quand je discute parfois avec des collègues, que ce soit sur l'un des deux conflits là, actuellement, qui nous ravagent tous d'ailleurs, hein. Bien, je suis un petit peu étonné devant l'absence de remise en cause de certaines évidences, parce qu'il y a une censure, il y a une propagande qui fonctionne. Alors, je dirais de façon pas très subtile, hein, parfois. Parfois, c'est la matraque, hein. Vous prenez les États-Unis, c'est la matraque, hein. Bon, chez nous, ça reste un peu plus subtil, mais bon. Mais lorsque je vois, docteur Camp, vous êtes mieux placé que moi, par exemple, même dans la sphère intellectuelle et politique, hein, ces pratiques de dictage pro-gauchiste, notre extrême droite, notre pro-Poutine, notre pro-OTAN, pro-Ukraine, pro-Israël, lobby sioniste, pro-palestinien, pro-Hamas, pro-Qatar et tout. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas l'État qui est la seule responsable de cette politique de censure, de matraquage, de peur, etc., comme l'a évoqué ça notre camarade professeur Robert Charvin, mais aussi les intellectuels. Les intellectuels sont responsables de cette ambiance toxique, hein. Alors, si vous voulez, l'étiquetage, c'est très grave, parce que c'est géant, c'est une facilité de penser, si vous voulez. On étique quelqu'un, du coup, on délégitime son discours. Oui. Quel qu'il soit, hein, de part et d'autre. Ah, celui-là, il est comme ça. Ah, celle-là, elle est comme ça. Donc, je n'essaye même pas de l'entendre. Son discours n'est pas légitime. Alors, il y a différentes façons aussi. Vous dites, ah ben oui, mais là, c'est un politiste et c'est pas un historien, donc il n'y connaît rien. Ah ben l'autre qui répond, ben non, mais c'est pas un historien, donc il comprend pas rien à la politique. Enfin, il y a des différents degrés d'étiquetage. On est arrivé aujourd'hui à des étiquetages, oui, effectivement, qui brisent, qui empêchent le discours, qui brisent la possibilité de dialogue. C'est ça qui est le plus grave. Alors, bon, évidemment, si vous voulez, vous n'allez pas discuter avec... par exemple, je prends l'exemple des négationnistes, vous n'allez pas commencer à discuter. Voilà, il y a des discussions qui ne valent pas la peine d'être menées. Ça, oui. C'est sûr. Bon, voilà. Surtout, la tâche est difficile pour nous. Si nous insistons à ouvrir des horizons de discussion, de diversité intellectuelle, ouais. Des gens qui défendent Poutine, des gens qui défendent l'Ukraine, des gens qui défendent l'ancien régime de Bachar al-Assad, comme quoi, des gens qui défendent la transition soi-disant démocratique, des gens qui disent, écoutez, quelle démocratie en Syrie. Et parfois, on subit même les attaques, hein. La liberté d'information, la liberté de diversité n'est pas respectée, malheureusement,
surtout par des intellectuels qui se disent, etc. J'aimerais bien terminer avec vous, Dr. Camp, avec le rôle des historiens et des journalistes. Quel est aujourd'hui le rôle de l'historien face au récit officiel? Oui. Les journalistes, par exemple, depuis 2 mois, j'avais l'honneur de recevoir Jeffrey Sachs. Il a dit que les journalistes sont responsables aussi de cette ambiance de censure, de diabolisation de l'autre, des mensonges, de propagande. Les journalistes sont-ils suffisamment armés contre les logiques de propagande? Surtout que les journalistes, ils ont perdu l'autonomie sociale, l'autonomie financière, l'autonomie économique et tout. Oui, non, mais vous avez raison. En plus, la presse, faut voir maintenant, elle est soumise à des contraintes qu'elle n'avait pas il y a 20 ans et qu'on n'aurait même pas imaginées, effectivement. Alors, que les journalistes soient responsables, si vous voulez, sur l'actualité immédiate, pour avoir connu des journalistes de près, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir porter ce qu'il faut faire, c'est de l'information. Après, porter un jugement, c'est pas au journaliste de le faire en principe. Le journaliste, il est là pour livrer l'information. Alors, c'est un bien grand mot, livrer l'information, parce qu'il y a des biais. Enfin, évidemment, c'est pas si simple, mais quand même, il y a un choix des informations que vous livrez. En ce sens, le journaliste peut être responsable. Le plus souvent, moi, ce que je reprocherais au journaliste, c'est d'induire sa propre pensée derrière, et de faire le jeu. Alors, à droite ou à gauche, peu importe, hein, de faire un jeu qui dépasse son rôle de journaliste, qui doit livrer l'information en essayant d'être évidemment le plus objectif possible, un idéal. Bon, d'accord. L'intellectuel, c'est plus embêtant parce que lui, d'abord, il a le temps du recul. On prend le temps, on ne s'exprime pas à chaud. Le journaliste, il s'exprime à chaud, il faut qu'il y aille au charbon, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas pour le dédouaner. Hein. Je ne dédouane pas du tout le journaliste de certaines presses, hein, mais même malheureusement de la grande presse, puisqu'elle est sous des contraintes. Mais nous, qui travaillons sans grande contrainte, notre responsabilité, elle est beaucoup plus importante. Donc, d'autant que les journalistes, ils se tournent vers nous parfois pour réfléchir aussi. Vous voyez? Alors, bon, si nous, on prend un parti tout de suite, etc., oui. Non, les 2 conflits que vous évoquez, c'est clair. Oui, c'est clair. Mais de part et d'autre, il y a des affects aussi. Hein, ça, vous ne pouvez pas le nier. Dans la situation présente, par exemple, hein, les affects, les émotions jouent un très grand rôle dans les prises de position. Donc, il faut essayer d'historiciser pour dépasser ces affects. On a le droit d'avoir des affects, c'est pas le problème. Mais quand vous balancez vos affects comme thèse, non, je suis désolé, ça va pas. Oui. Vous pouvez écrire votre journal. Dr. Camp, aussi que, est-ce que vous pensez que aussi la tendance invisible, étatique, parfois politique, d'affaiblissement des autorités de régularisation et éthique est responsable de l'affaiblissement, moral, éthique des médias? Il n'y a pas presque les autorités de régularisation professionnelle et éthique, ils ont perdu toute autorité, toute notoriété. Écoutez, je sais pas, je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne sais pas en quoi les autorités, pour l'instant, pèsent sur nous, les autorités politiques, hein, pèsent sur nous. On bénéficie encore d'une certaine liberté académique, mais je sais qu'elle est en danger. Hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Elle est en danger, cette liberté académique. Mais pour l'instant, je dis non. Arrêtons de nous faire peur. Hein, parce qu'il y a une lâcheté aussi derrière tout ça. Donc, dites ce que vous pensez. Voilà. Et je ne dirais pas quelles qu'en soient les conséquences, mais quand même, vous avez des lieux de contestation très forts. Vous avez. Voilà. Alors maintenant, je dirais, mais comme tout le monde, mais laissons tout le monde s'exprimer, etc. Oui, je suis pour le dialogue, hein, moi. C'est pas le problème. Quand on n'arrive pas au bout, je suis pour le dialogue. Hein. À la fin, quel conseil donnerez-vous aux citoyens pour développer une vigilance critique face aux discours de propagande et les pratiques de censure, Dr. Camp? Je dirais de multiplier la lecture des points de vue. Moi, ce que j'essaye de faire, j'essaye de diversifier les lectures. Parfois, je me tape des lectures qui m'irritent énormément. Hein.
je peux vous le dire. Mais je vais jusqu'au bout, je me dis, tiens, on va voir quand même. On glane parfois un argument comme ça. Mais parce que c'est vrai que si vous ne lisez, vous n'écoutez que les gens qui pensent comme vous, c'est bien, ça fait chaud au cœur, on n'est pas tout seul à penser ça, etc. Mais ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on disait. Hein. Donc, il faut essayer d'être, au moins, en tout cas, je ne dis pas d'accepter toute pensée, toute pensée qu'on impose d'en haut, mais essayer de diversifier encore une fois les critiques, ne pas. Ça m'irrite un peu quand je vois comment, même dans des gens qui sont du même côté, mais ça breuve d'insultes, ça m'irrite, si vous voulez. Et au contraire, ça me donne envie de les défendre presque. Enfin, ça dépend qui, évidemment, mais bon, je ne veux pas citer des noms, mais oui, si quelqu'un me dit du bien de M. Bardella, je hausse les épaules et je pense à autre chose, et puis c'est tout. Je pense pas, vous voyez, ma largesse d'esprit va pas jusque-là, hein, quand même. Voilà, merci infiniment, Dr Sonia Camp, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un grand honneur pour nous. Merci infiniment et bonne continuation pour la vérité. Merci infiniment. Au revoir. Voilà, au revoir, monsieur.